Il existe un désert dans l'ouest de la Chine, appelé le Taklamakan, et son nom est un avertissement qui se traduit approximativement par l'endroit où l'on entre, mais dont on ne ressort jamais. Situé dans le bassin du Tarim, cerné de montagnes, il offre l'un des paysages les plus arides et les plus hostiles de la planète. J'ai un jour demandé à Grok à quoi devait ressembler l'intérieur de l'Asie ancienne. Et la réponse fut simple. C'était un pays asiatique peuplé par des populations asiatiques depuis des temps immémoriaux. Puis le sable a livré ses morts. Les corps extraits de ce bassin ont des visages occidentaux, des nez aquilins, des yeux enfoncés, des cheveux couleur paille et rouille, enfouis depuis 3000 à 4000 ans. Pendant des décennies, tout le monde s'accordait sur un point. Ces personnes étaient des étrangers, venus d'ailleurs. En 2021, leur ADN a révélé le contraire, et la vérité était plus étrange encore que le mystère. Le bassin du Tarim est le plus grand bassin intérieur de Chine, une immense cuvette de sable et de sel cernée de montagnes. Et en son centre se trouve le Taklamakan. Au cœur de ce paysage se trouve le lit asséché du Lop Nur, un lac disparu sous un amas de croûte et de poussière. Un site que l'État chinois utilisera plus tard pour des essais nucléaires. Rien dans ce paysage ne laisse présager une telle conservation. Et pourtant, les morts y ont été préservés mieux que presque partout ailleurs sur Terre. La raison n'est pas l'embaumement, mais la chimie. L'air y est d'une sécheresse extrême, le sol saturé de sel, et ensemble, ils ont absorbé l'humidité des corps enfouis jusqu'à ce que la chair se dessèche sur place. Il ne s'agit pas de momies au sens égyptien du terme. Personne ne les a préparés. Personne n'a enveloppé leurs organes, ni enduit leur cercueil de sortilèges. Le désert a accompli cette œuvre par hasard, absorbant l'eau si complètement que les cils, les lignes de la peau et le fin duvet d'un avant-bras ont survécu pendant des millénaires. Le premier de ces corps à captiver l'attention du monde a été découvert en 1980. Des archéologues chinois travaillant près du Lop Nur pour le tournage d'un documentaire sur la route de la soie ont trouvé une femme enterrée à peine à 1 mètre sous la surface, enveloppée de laine et de feutre. Elle allait devenir célèbre sous le nom de Belle de Loulan, et sa datation la situait à environ 1800 ans avant notre ère. Son visage était intact, son expression intacte. Elle reposait dans le sable depuis près de 4000 ans. Mais la découverte la plus importante se trouvait plus loin, au cœur du désert, sur un site appelé Xiaohe, le cimetière de la petite rivière numéro 5, parfois appelée la nécropole d'Ordek. Il se situe à environ 150 km à l'ouest et légèrement au sud de Loulan. Assez isolé pour être atteint, il fallait traverser une vaste étendue de dunes. Des fouilles systématiques, menées au début des années 2000, ont mis au jour l'un des cimetières les plus étranges jamais répertoriés. Les corps reposaient dans des cercueils de bois évidés, en forme de barque, scellés avec du cuir. Au-dessus d'eux se dressait une forêt de hautes stèles de bois, certaines sculptées de formes que les archéologues ont interprétées à la lumière des pratiques funéraires, plutôt que de toute croyance confirmée. Parmi les défunts se trouvait une femme qui allait devenir la Belle de Xiaohe. Elle avait conservé ses cheveux blonds et ses longs cils. Elle portait un chapeau blanc en feutre de laine, un manteau de laine et des bottes fourrées. À côté d'elle reposaient de petits sachets d'éphédra, une plante dont la présence dans ces tombes est attestée, mais dont la signification reste à reconstituer. Ce qui rendait cette nécropole extraordinaire, ce n'était pas un corps en particulier, mais leur accumulation.
Des centaines d'individus, conservés jusqu'à la mèche de leurs cheveux, vêtus de tissus tissés, enterrés avec soin au fil des générations dans un lieu qui aurait dû être inhabitable. Et chacun d'eux soulevait la même énigme dès sa découverte. Ils ne ressemblaient pas au désert environnant. Ils ne ressemblaient ni aux habitants actuels de cette région, ni à ceux qui, selon l'histoire, s'y seraient installés plus tard. Ils semblaient venus d'un autre monde, et le sable les avait retenus prisonniers, attendant qu'on leur explique leur existence. L'énigme se lisait sur leur visage. Lorsqu'ils émergèrent du sable, leurs traits ne correspondaient pas à ce que l'on s'attendait à trouver au cœur de l'Asie. Ils étaient souvent grands. Leurs orbites étaient profondes. Leur nez était haut et étroit. Leurs cheveux, blonds comme noirs, d'un roux rouille profond, étaient préservés mèche par le sol salé et aride. Aux yeux des premiers chercheurs qui les ont examinés, ces personnes semblaient venues de milliers de kilomètres à l'ouest. Et pourtant, elles étaient là, enterrées dans la région la plus aride de l'ouest de la Chine. Leurs vêtements, loin d'éclaircir le mystère, ne faisaient qu'épaissir l'énigme. Il ne s'agissait pas de gens vêtus de peau grossière, assemblés à la hâte pour survivre. Ils portèrent des vêtements de laine tissée, parfois à motifs sergés et à carreaux, qui rappelaient aux observateurs les textiles produits en Europe centrale, des étoffes témoignant du savoir-faire artisanal et des traditions. On y trouvait des chapeaux de feutre, soigneusement façonnés, et un homme aurait même été enterré avec toute une collection de ces chapeaux. Cette culture matérielle, empreinte d'élégance, semblait incongrue dans un paysage où rien, dans l'environnement, n'expliquait l'origine du savoir-faire nécessaire à sa fabrication. Puis, il y avait les objets déposés auprès des défunts. Des brins et de petits sachets d'éphédra apparaissent fréquemment dans ces tombes glissées près des corps. La plante possède des propriétés connues, et les chercheurs ont avancé des hypothèses quant à sa présence à cet endroit, médicinal ou cérémoniel. Cependant, ces interprétations restent des reconstitutions contextuelles, sans confirmation de la part des populations elles-mêmes. Ce qui est certain, c'est que son emplacement était délibéré. Quelqu'un a choisi d'enterrer ses morts avec cette plante, de manière systématique dans tout le cimetière. Il ne s'agissait pas d'une simple curiosité à observer puis à ignorer, mais d'un véritable problème. Ces gens vivaient au cœur du bassin du Tarim plus de 1000 ans avant que la route de la soie n'ouvre la région au commerce à longue distance, des siècles avant l'installation des Chinois Han, et bien avant l'arrivée des populations ouïghours qui y vivent aujourd'hui. Ils étaient antérieurs à presque tous les peuples mentionnés dans les archives écrites, et leur regard, posé sur ceux qui les examinaient, semblait déplacé. Le chercheur qui a le plus contribué à faire connaître ces corps hors de Chine est Victor Mair, professeur à l'université de Pennsylvanie, qui, après les avoir découverts, n'a pu s'empêcher de s'interroger. La question était évidente, celle que n'importe qui se poserait face à une femme de 4000 ans, aux cheveux roux et coiffée d'un chapeau de feutre, au beau milieu du désert chinois. Comment des gens d'une telle apparence avaient-ils pu se retrouver dans un endroit pareil? D'où venaient-ils donc? Leur visage imposait une origine occidentale. Tout, dans la première impression, pointait vers l'extérieur, vers une migration, vers un long périple depuis une terre lointaine qui avait transporté ces personnes, leurs métiers à tisser et leurs chapeaux, à travers la moitié d'un continent, jusqu'à leur mort dans le sable. Cela semblait presque aller de soi. Des visages aussi déracinés ne pouvaient qu'indiquer un déplacement depuis un autre lieu. Et pendant des décennies,
C'est précisément ce que les principales théories s'efforcèrent d'expliquer. Chacune proposait une route différente par laquelle ces étrangers auraient-ils pu arriver. Toutes les théories sérieuses partaient du même postulat. Ces gens venaient d'ailleurs. Le seul véritable désaccord portait sur la route. Une explication suggérait la culture d'Afanassievo, une culture pastorale de l'âge du bronze originaire des steppes entourant les monts Altaï au nord. Dans cette version, associée aux travaux de chercheurs comme Mallory et Mayer, les habitants du Tarim descendaient de migrants des steppes qui avaient migré vers le sud jusqu'au bassin. Ils auraient emporté avec eux le tokarien, une branche éteinte de la famille des langues indo-européennes, qui serait plus tard attestée dans la région. C'était une explication simple. Les éleveurs se déplacent, se dispersent, et la langue et les traits des populations voyagent ensemble. Une seconde explication se tournait plutôt vers l'Asie centrale, vers la civilisation oasienne connue sous le nom de complexe archéologique de Bactriane-Margiane, un réseau sophistiqué d'établissements au sud-ouest. Selon cette interprétation, les fondateurs du Tarim provenaient de ces cultures d'Asie centrale irriguées, apportant avec eux l'agriculture et l'artisanat. Une troisième hypothèse pointait vers le corridor montagneux d'Asie intérieure, cette succession de hautes vallées et de pâturages qui auraient pu canaliser les populations vers le bassin depuis le nord et l'ouest. Trois théories, trois schémas différents, mais toutes convergeaient vers le Tarim depuis l'extérieur. Les données génétiques disponibles à l'époque n'ont fait que complexifier davantage la situation. Des échantillons qui auraient été sortis clandestinement du pays au début des années 1990 auraient révélé des liens avec une ascendance européenne. Plus tard, dans les années 2000, une équipe dirigée par Li Jin de l'université Fudan a présenté un tableau plus nuancé, incluant des marqueurs génétiques d'Asie de l'Est, voire d'Asie du Sud, parmi les restes. Cette conclusion a été contestée. Mayer et d'autres l'ont remise en cause, et le tableau d'ensemble des preuves est resté flou. Un ensemble de résultats partiels, pointant dans différentes directions, n'a abouti à aucune réponse claire. Ce qui a compliqué la situation, c'est que les momies étaient devenues un enjeu politique. Pour de nombreuses communautés ouïghours de la région, ces corps anciens étaient des ancêtres. Leur présence était perçue comme la preuve d'une revendication territoriale antérieure, d'un enracinement dans le Tarim plus profond que celui des populations arrivées plus tard. L'État chinois s'est méfié de cet argument. L'accès au reste s'est restreint. Les chercheurs étrangers ont éprouvé de plus en plus de difficultés à étudier directement les corps, et la science s'est trouvée inextricablement liée au conflit sur l'appartenance à la région et la durée de cette appartenance. Rien de tout cela n'est résolu dans ce récit, et il convient de préciser que l'archéologie et la politique moderne sont deux questions distinctes, devenues inextricablement liées. Tel était donc l'état des lieux au début du XXIe siècle. Un mystère de renommée mondiale, des corps aux traits occidentaux découverts dans le désert chinois. Plusieurs théories concurrentes proposant chacune une origine et un parcours différents, et partant toutes du principe que ces personnes étaient des nouveaux arrivants, et au fond, des restes que presque personne hors de Chine n'était autorisé à analyser avec les outils susceptibles d'apporter la réponse. L'origine des habitants du Tarim faisait l'objet de débats depuis des décennies. Il fallait trouver un moyen de lire la réponse directement dans les corps, dans le seul indice incontestable
d'une origine inexistante. Leur ADN, qui n'avait jamais été correctement analysé. La réponse est apparue en octobre 2021 dans la revue Nature, dans un article intitulé « Les origines génomiques des momies de l'âge du bronze du bassin du Tarim ». L'étude était dirigée par Zhang Fan, chercheur au sein d'une équipe internationale comprenant Christina Wariner, anthropologue affiliée à Harvard et à l'Institut Max Planck, et Chung-Wang Jiang, généticien de l'évolution qui se consacrait depuis des années à cette question. Pour la première fois, on allait décrypter le génome de la population fondatrice du Tarim. L'approche était rigoureuse. L'équipe a récupéré les données génomiques complètes de 13 des plus anciens individus du bassin, dont 11 provenant du cimetière de Xiaohe et 5 autres du bassin voisin de Zhongari, au nord. Il ne s'agissait pas de populations isolées et tardives, mais de personnes parmi les plus anciennes de la région, remontant au début du 2e millénaire avant notre ère, les fondateurs mêmes dont toutes les théories avaient tenté d'expliquer l'origine. Le raisonnement était simple, comme l'a clairement exposé Jiang. Migration et transmission génétique sont inévitables. Si ces populations étaient venues de l'Ouest, des steppes d'Afanassievo, des oasis d'Asie centrale ou de n'importe où ailleurs, cette origine aurait laissé une trace indélébile dans leur ADN. Trouver cette trace, c'est retracer leur parcours. L'équipe n'avait qu'à l'analyser. Or, elle a découvert que cette origine n'existait pas. Aucune trace d'ascendance des steppes occidentales n'était détectable chez ces individus. Aucun signal d'Afanassievo. Aucune des empreintes génétiques qu'une migration depuis l'ouest ou le nord aurait laissées. Pendant des décennies, les théories se sont disputées sur le voyage de ces populations, et l'analyse génomique a rendu un verdict qui ne correspondait à aucune d'entre elles. Les fondateurs du Tarim ne venaient pas d'ailleurs. Il s'agissait d'une population locale génétiquement isolée, descendante de populations qui vivaient déjà dans cette région depuis le début de l'Holocène, des milliers d'années avant la découverte des tombes. La composition génétique était en elle-même frappante. Environ 72% de leur ascendance remonte à une lignée que les généticiens qualifient d'ancienne eurasienne du Nord. Le reste, environ 28%, provenant d'une ancienne source nord-est asiatique. Autour d'eux, à cette même époque du bronze, les populations voisines se mélangeaient librement, échangeant des gènes dans toute la région. Le peuple du Tarim, lui, restait à l'écart. Au cœur de cette effervescence, il demeurait isolé, se mariant entre lui sans intégrer personne. Un îlot génétique dans un paysage bouillonnant de circulation. C'était l'inverse de tout ce que le mystère avait laissé entendre. Pendant un siècle, la question avait été de savoir comment ces étrangers étaient arrivés. Quel chemin les avait menés à travers la moitié d'un continent pour mourir dans le sable. Les génomes ont définitivement levé le voile sur cette question, car il n'y avait pas eu d'arrivée. Il ne s'agissait pas de migrants venus de loin et d'étonnants. C'était un peuple qui avait toujours vécu dans ce bassin, isolé et immuable, tandis que le monde autour de lui changeait. Et cela ne faisait que complexifier le véritable problème. S'ils n'étaient jamais venus de nulle part, il fallait encore expliquer leurs traits. S'ils étaient originaires de la région, la question n'était plus de savoir d'où ils venaient, mais de qui ils descendaient. La réponse remonte à une population presque entièrement disparue de la surface de la Terre. Les généticiens les appellent les anciens Eurasiens du Nord. Chasseurs-cueilleurs de l'intérieur de la Sibérie durant la dernière période glaciaire,
Il s'était répandu à travers le cœur froid du continent, puis, avec le retrait des glaciers, avait quasiment disparu des archives. Pendant longtemps, leur existence même fut ignorée. Ils représentaient un vide, une forme dont d'autres populations semblaient avoir besoin, mais qui n'avait jamais été observée directement. Puis, un corps leur donna un visage. Près du lac Baïkal, en Sibérie, se trouve un site appelé Malta, où fut enterré le corps d'un enfant, un garçon mort il y a environ 24 000 ans, au plus fort du dernier maximum glaciaire, lorsque la glace recouvrait une grande partie du monde nordique. Ces restes avaient été retrouvés des décennies plus tôt, dans les années 1920. Mais c'est une équipe dirigée par Eske Willerslev à Copenhague qui a finalement séquencé son génome et publié les résultats. Le garçon, connu sous le nom de MA1, appartenait à une population que la science soupçonnait sans jamais l'avoir confirmée. Il était le premier représentant avéré des anciens Eurasiens du Nord, un fantôme devenu réalité. On les qualifie de population fantôme car ils n'ont laissé quasiment aucune descendance complète. Et pourtant, leur ADN est disséminé à travers le monde moderne. Une part importante de l'ascendance des Amérindiens remonte à eux, estimée entre 14 et 38% selon certaines estimations. Jusqu'à un cinquième de l'ascendance de nombreux Européens provient de la même source. Ce peuple disparu de l'ère glaciaire a disséminé ses gènes dans des populations situées aux antipodes, des peuples qui ne se sont jamais rencontrés ni mélangés. Puis la source elle-même a disparu, ne survivant que sous forme de fragments au sein d'autres populations. Et c'est ce que sont devenus les momies du Tarim, non pas des étrangers venus de l'Ouest. Ils comptaient parmi les meilleurs survivants de cette lignée disparue sur toute la Terre. Un vestige d'une population fantôme de l'ère glaciaire, préservée dans le sable d'un désert chinois. Des milliers d'années après la disparition de leurs ancêtres, venus de presque partout ailleurs. Leur visage, qui semble si déplacé, ne l'était pourtant pas du tout. Ils étaient anciens, plus anciens que n'importe quelle théorie migratoire ne l'avait imaginé. Une survie profonde que le désert avait miraculeusement conservée. Plus étrange encore, le paradoxe mis au jour par cette même étude. Ces gens étaient isolés par le sang, mais ouverts sur la culture. Leurs dents en révélaient une partie. Des traces de protéines de lait dans la plaque dentaire durcie indiquaient qu'ils étaient éleveurs laitiers depuis toujours. Leur alimentation puisait ses racines dans toute l'Eurasie, blé et produits laitiers d'Asie occidentale, millet d'Asie orientale, ephedra d'Asie centrale. Ils empruntèrent l'agriculture, l'élevage et la médecine à toutes les régions du globe, sans jamais s'unir par mariage aux populations qui les leur avaient apportées. Ils s'approprièrent les technologies du monde entier tout en préservant leur propre lignée. Un peuple sans pareil, descendant d'une population disparue des millénaires avant leur inhumation dans des cercueils en forme de bateaux, vivant seuls dans le sable, acceptant les dons de tous, sans jamais s'ouvrir à personne. Avec le recul, l'ampleur des révélations génomiques apparaît clairement. Il ne s'agissait pas seulement de 13 corps dans un cimetière. C'était une rectification de la façon dont l'Asie profonde avait été peuplée. L'ADN a révélé une lignée ancienne et isolée de l'ère glaciaire, ayant survécu sur place pendant des millénaires, se maintenant dans l'un des bassins les plus hostiles de la planète, tandis que les populations environnantes se succédaient sans cesse. Le peuple du Tarim n'était pas une simple note de bas de page dans l'histoire migratoire d'autrui. Il était le vestige d'un monde disparu. Au cœur de cette découverte
se trouve une leçon qui continue de troubler les chercheurs. Gènes et culture ne sont pas forcément liés. Un peuple peut adopter l'agriculture, d'une part, l'élevage, d'autre part, et la médecine, d'une troisième, intégrant ainsi tout un continent à son quotidien, sans pour autant absorber un seul élément extérieur à sa culture. Isolement et cosmopolitisme, qui semblent s'opposer, se sont avérés décrire une même population à la même époque. Les fondateurs du Tarim ont prouvé que les emprunts d'un peuple et son identité propre peuvent constituer deux récits totalement distincts. Mais cette réponse n'a pas résolu toutes les questions, et il convient d'être honnête quant aux points qui restent en suspens. La question de la langue demeure irrésolue. On ne peut établir, à partir de leur ADN, si ces populations parlaient le proto-tocarien, une forme ancienne de cette langue indo-européenne disparue, retrouvée plus tard dans le bassin. L'érudite Elizabeth Wayland Barber a mis en garde contre cette hypothèse, soulignant un intervalle d'environ 1000 ans entre les momies et les premiers témoignages attestés du tocarien, un laps de temps largement suffisant pour qu'une langue apparaisse sans que le peuple n'ait subi de transformation. D'autres, comme le linguiste Ronald Kim, ont avancé que cette chronologie reste plausible. L'épreuve se situe entre les deux et il n'appartient pas à ce récit de les imposer. Il existe également des limites à la portée de l'étude. L'étude génétique, aussi puissante fût-elle, n'a analysé qu'un seul horizon, sur un seul site. Comme l'a souligné le généticien Vagish Narasimhan, un échantillonnage plus large, couvrant une plus grande partie du bassin, pourrait complexifier le tableau et révéler des liens que les 13 premiers génomes n'ont pas mis en évidence. L'accès lui-même demeure une contrainte. La sensibilité politique de la région et les restrictions imposées à la recherche étrangère font que les archives sont loin d'être complètes. Une grande partie de ce que ces corps pourraient nous révéler reste encore enfoui sous le sable et les circonstances. La position la plus juste est donc celle que les preuves confirment, et rien de plus. L'ADN a établi l'origine du peuple du Tarim. Il n'a cependant pas raconté toute son histoire. Comment une population relique de l'ère glaciaire a pu prospérer seule dans le Taklamakan, se maintenir unie pendant des millénaires en refusant tout voisin, et ce qu'il est finalement advenu d'elle lorsque les siècles ont recouvert le cimetière. Reste une question qui ne trouve que des réponses partielles. Les génomes nous ont révélé l'origine de ce peuple avec une certitude inégalée. Le milieu et la fin de leur histoire sont encore en cours d'assemblage à partir de fragments. Ce qui est certain, c'est qu'un siècle de suppositions a été bouleversé par une simple lecture de leur code génétique et que la vérité dévoilée était plus étrange que tous les voyages que l'on avait pu imaginer pour eux. Ce n'étaient pas des voyageurs arrivés de nulle part. C'étaient des survivants, restés longtemps après la disparition du monde qui les avait façonnés, retournés au désert et au corps qui l'abritait. La beauté de Loulan, la beauté de Xiaoé, des visages intacts après 3 ou 4 000 ans, coiffés de leurs chapeaux de feutre, encadrés de cheveux couleur paille et rouille. Pendant un siècle, ils ont été considérés comme des étrangers venus d'un ailleurs lointain. Un mystère migratoire à élucider. Leur propre ADN a révélé quelque chose d'encore plus étrange. Ils étaient les derniers d'un peuple déjà très ancien. Une lignée fantôme issue de l'ère glaciaire, qui survit aujourd'hui principalement sous forme de fragments de code génétique portés en des milliards d'individus et presque nulle part dans son intégralité. Et le désert recèle encore ce qu'il n'a pas encore livré. Des tombes scellées
des laboratoires interdits d'accès, des questions que le sable garde enfouies depuis 30 siècles. Une strate d'archives sous laquelle on déchiffre encore un corps après l'autre.